et des schémas d'évolution de la situation sécuritaire sous-régionale, régionale et internationale. 4. La réforme du corps de police basée sur la formation des policiers. Ainsi, on fera des formations de criminologie, police des frontières, police de proximité, police des mines, police scientifique, une police financière, voire même une police contre la cybercriminalité. Ces nouveaux systèmes de défense et de sécurité du territoire national aura 5 urgences. 1. Procéder à un état des lieux général de l'armée, la police et les services de renseignement en faisant un recensement des unités et un inventaire exhaustif des armes et munitions comme première étape pour évaluer les besoins en ressources humaines et en outils de combat avec comme axe prioritaire d'action améliorer la gestion des stocks d'armes, mettre en place un système de traçabilité des munitions et des armes mises à la disposition des soldats et des policiers, assurer un respect martial de la chaîne de commandement et forger une armée qui saura distinguer et récompenser les mérites et châtier l'indiscipline. 2. Professionnaliser les structures administratives de l'armée, dont celles qui ont en charge le contrôle de la gouvernance des opérations de l'armée, à travers prioritairement la restructuration du corps des officiers de commandement et d'encadrement. 3. Améliorer sensiblement les conditions des services, notamment les salaires du soldat et du policier, afin de venir à bout des différents malaises qui empêchent la performance professionnelle et le comportement éthique dans l'armée et dans la police. C'est-à-dire, entre autres, le retour à un système salarial à contenu réel de pouvoir d'achat et la restauration d'une pyramide des grades conforme aux missions et à l'efficacité des armées et de la police. Le renforcement de la responsabilité hiérarchique, le renforcement du moral des troupes et la préservation des traditions militaires et policières. 4. Assurer une vaste campagne de recrutement dans les 145 territoires pour former une armée républicaine de jeunes soldats au passé vierge d'abus des droits humains, professionnels, recrutés sur la base de la vocation du sacrifice suprême de la vie pour la défense de la mère patrie. Ils seront adéquatement équipés, convenablement rémunérés et encadrés par des personnels qualifiés et des éléments expérimentés, également au passé vierge d'abus, qui seront insérés dans des unités stables du point de vue mission, organisation et effectif pour développer l'esprit des corps et souder les membres des unités. Très chers compatriotes, le tronc de l'arbre de paix concerne la sécurité alimentaire nationale et la démobilisation des armements. À cet effet, moi, Denis Mukwege, une fois élu président de la République, je décréterai sans délai 3 ans d'état d'urgence agroalimentaire avec comme objectif jeter un DA de 3 ans des bases solides pour l'autosuffisance alimentaire nationale et la réinsertion des démobilisés dans la société en vue de prévenir les récidives. Jeter un DA de 3 ans des bases solides pour l'autosuffisance alimentaire nationale et la réinsertion des démobilisés dans la société en vue de prévenir les récidives. Les dispositifs structurants appelés à constituer l'ossature stratégique de cet état d'urgence agroalimentaire est le lancement d'une ambitieuse opération DDRVA, c'est-à-dire désarmement, démobilisation et redéploiement des anciens combattants dans des villages agricoles. Ces villages agricoles seront aménagés sur le modèle militaire, à savoir 1. La structure de base, c'est-à-dire le village agricole,
sera un bataillon agricole composé d'une compagnie maraîchère et vivrière, d'une compagnie agro-pastorale, d'une compagnie aquacultrice, piscicole et pêcheuse et d'une compagnie sylvicultrice. 2. La structure d'appui au village agricole, c'est le régiment agricole, dont la mission sera d'optimiser les savoirs agrologiques et les savoir-faire agronomiques pour rendre plus efficace le travail productif des bataillons agricoles. 3. La brigade agricole assurera les formations et les services d'incubateurs agroalimentaires tout en servant des supports logistiques aux bataillons agricoles. Et enfin, l'état-major agricole opérationnel ou la tour de contrôle des opérations relatives à l'état d'urgence agroalimentaire. Il sera subdivisé en plusieurs unités spécialisées, dont les deux plus importantes sont, primo, l'unité du génie agricole composée principalement de 2 corps, un corps de construction rapide des routes ou de réhabilitation des routes, des rails, des ponts, des ports et toutes les infrastructures agropastorales, un corps de fabrication accélérée des machines et outils agricoles. Secondo, l'unité des études et de la planification agricole stratégique. Très chers compatriotes, les branches de l'arbre de la paix sont les 12 branches formant les 12 piliers de mon projet de société et de nouvelles civilisations républicaines. Ces 12 piliers représentent les 12 sécurités à réaliser pour concrétiser les bien vivre ensemble congolais. Entre autres, de la sécurité sanitaire, de la sécurité sociale, de la sécurité économique et de l'emploi, de la sécurité judiciaire et juridique, de la sécurité des biens et des personnes, de la sécurité énergétique, de la sécurité culturelle et sportive, de la sécurité environnementale et touristique, de la sécurité de libre circulation dans le pays, de la sécurité des journalistes et du journalisme, de la sécurité diplomatique et enfin de la sécurité éthique et émotionnelle. Mon projet de société et des nouvelles civilisations républicaines avec ces 12 piliers ou ces 12 sécurités sera solennellement présenté à la nation d'ici peu. Par ailleurs, la sève de l'arbre de la paix, c'est le système éducatif et formatif national élargi à l'enseignement supérieur et technique, aux apprentissages professionnels pratiques, à la recherche scientifique, ainsi qu'à l'organisation nationale de la créativité et de l'innovation. Et enfin, le fruit de cet arbre de paix s'appelle les bien vivre ensemble congolais. Très chers compatriotes, mon deuxième acte, en dehors mes 100 premiers jours, sera la saisine du Conseil de sécurité des Nations Unies pour exiger l'adoption d'une résolution conformément au chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Cette résolution devra consister à mettre à la disposition de la République démocratique du Congo une nouvelle mission internationale d'imposition de la paix. Je me souviens, et je vous prie de rappeler à votre souvenir qu'au début du mois de mai 2003, en réponse à l'appel lancé par le secrétaire général des Nations Unies d'alors, et c'est en vue d'en finir rapidement avec un conflit qui avait mis la province d'Ituri à feu et à sang, avec un risque de génocide, le Conseil de sécurité de l'ONU avait autorisé, au travers de la résolution 1484 du 30 mai 2003, une opération militaire internationale d'imposition de la paix par la force. Cette opération, appelée Artemis, composée par des armées aguerries et professionnelles, avait été lancée le 12 juin 2003. Quelques semaines après, la paix était restaurée et le 1er septembre 2003, cette opération avait officiellement pris fin
et les génocides évités. C'est cette jurisprudence des fermes et diligentes décisions d'action qui nourrit ma résolution d'exiger, durant mes 100 premiers jours, que le Conseil de sécurité de l'ONU, de manière concomitante au retrait de la force régionale et au remplacement de la MONUSCO par une mission internationale d'imposition de la paix par tous les moyens. Filles et fils du Congo, mon troisième acte en tant que président de la République démocratique du Congo sera de saisir le secrétaire général de l'ONU pour lancer l'initiative sur base du pilier 2 du principe de la responsabilité de protéger, tel qu'adopté lors du sommet mondial de 2005, que le Conseil de sécurité de l'ONU adopte une résolution proclamant le respect absolu de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo et l'inviolabilité de ses frontières. En cas de non-respect, cette résolution devrait entraîner la suspension ou l'expulsion de tout pays qui enfreint de manière persistante les principes énoncés dans la Charte. Filles et fils du Congo, très chers compatriotes, je présente aujourd'hui mon plan de paix en faisant appel à l'esprit du Front commun qui jadis, en 1959, à un moment exceptionnel de la vie de la nation, avait guidé les consciences des pères de notre indépendance. En effet, à la veille de l'ouverture de la table ronde politique à Bruxelles, les pères de l'indépendance, pourtant divisés entre modérés et nationalistes, entre unitaristes et fédéralistes, entre partis ethniques et partis régionaux, avaient malgré tout, au nom de l'intérêt commun, en vue de l'accession de notre patrie à l'indépendance, dans l'unité nationale, pris l'engagement solennel d'unir leurs efforts, de défendre les mêmes positions sur toutes les questions inscrites à l'ordre du jour. Très chers compatriotes, acteurs politiques, membres de la société civile, activistes des mouvements citoyens, je m'adresse à vous à un moment sans précédent dans l'histoire de notre pays, où le pire est devenu un peu trop facilement imaginable. J'emploie les mots sans précédent. Parce qu'à aucune époque précédente, la sécurité du peuple congolais et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo n'ont été aussi en danger qu'aujourd'hui. Parce que la paix ne renvoie pas seulement au silence des armes, mais aussi au bruit des divers et variés chantiers du redressement national. Dès lors, mettre fin par tous les moyens à cette guerre devient une obligation patriotique qui nécessite l'union des forces vives de la nation pour restaurer la dignité de notre peuple, le prestige de notre histoire nationale et assurer, comme il se doit, la grandeur de notre patrie. Je forme l'ardent souhait que mon plan de paix contribue à l'avènement de cette vaste coalition des efforts et des forces des patriotes congolais soucieux de l'intérêt général et de la sauvegarde de notre souveraineté pour mettre fin, coûte que coûte, toute affaire cessante et sans délai à cette guerre qui nous déshonore tous et toutes. Très chers compatriotes, la paix se gagne ensemble, chaque jour. Gagnons-la en nous mettant ensemble. Que le Dieu Tout-Puissant éclaire l'esprit de ceux qui, dans les pays, en Afrique et à travers le monde, ont le pouvoir de faire taire les armes en République démocratique du Congo et de mettre fin immédiatement à cette guerre insensée. Que vive une patrie congolaise digne, une, indivisible et prospère. Je vous remercie. 12h30, débat spécial. En exclusivité, le plan de paix du Dr Mukwege.
L'invité. 13h, interview exclusive, il répondra aux questions de Top Congo. « 085 210 11 11, le numéro de téléphone de votre magazine Le Débat. Le Débat, vous le savez, prendra congé de votre radio tout le temps de la campagne. On se retrouve en janvier 2024. Il est très exactement 12h passées de 55 minutes sur le 88.4 FM. L'émission passe à sa troisième partie. Vous venez de suivre le plan de paix du candidat, le docteur Denis Mukwege. Alors, nous ne sommes pas encore en campagne, donc personne ne va faire quelconque appel au vote, ni de référence à numéro, mais comme nous l'avions fait précédemment, notamment pour le candidat Deli Sesanga, nous donnons de l'espace aux candidats pour faire connaître leur programme, parce que avant la campagne, c'est faire connaître le programme. Pendant la campagne, c'est faire adopter son programme. Et aujourd'hui, nous recevons le prix Nobel de la paix 2018, le docteur Denis Mukwege. Vous êtes avec nous. Bonjour. Bonjour, Christophe. Pour vous interroger dans cette émission qui a commencé en Parlons-en, qui a viré à l'émission Le Débat et qui va se terminer en édition spéciale. Je ne suis pas seul, Thierry Kambundi, bonjour. Bonjour Christian Sakono. Alors, retour sur votre plan de paix, 2 principes, unité, consensus, 3 actes, refonte du système de sécurité, demande à l'ONU d'adopter une résolution d'instauration d'une nouvelle mission et que l'ONU ordonne le respect de la souveraineté de la RDC et de l'intangibilité des frontières. Avec cette grosse priorité, ces grosses priorités, l'armée, 5 urgences, notamment état des lieux, professionnalisation, amélioration des conditions de service, campagne de recrutement des jeunes. L'agriculture, 3 ans d'état d'urgence. Votre plan de paix, c'est un arbre avec 12 branches de sécurité, sanitaire, sociale, économique, judiciaire, biens et personnes, énergétique, culture et sport, environnement et tourisme, et libre circulation, journalisme, diplomatie, éthique et émotion, avec la sève contre tous les arbres et ses fruits, le bien vivre ensemble entre Congolais. Alors ma première question va être la suivante. Au moment où on parle bientôt de campagne électorale, où chacun va prêcher pour sa chapelle, comment est-ce qu'un candidat peut venir lancer un appel à l'unité et la cohésion entre tous les Congolais, en ceux compris évidemment les politiques? Merci. Je crois que nous sommes dans une crise existentielle. Je pense que lorsqu'on se trouve dans une situation comme la situation de la République démocratique du Congo, aujourd'hui, il faut absolument qu'il y ait l'unité nationale. Nous avons besoin de faire un front commun pour pouvoir faire face à cette crise existentielle. Sinon, en fait, on fera une campagne, mais il n'y aura pas le pays pour lequel nous nous battons. Donc, pour moi, c'est capital de pouvoir faire ce front commun pour arriver à endiguer cette crise existentielle qui nous menace. Mais un front commun, c'est l'initiative d'un président, d'un leader d'opinion qui veut rassembler tout le monde. C'est pas l'initiative d'un candidat à une période où on aura plutôt tendance à séparer grains de livret, bon et mauvais programme. Je suis citoyen d'abord de la République démocratique du Congo et je suis Congolais d'abord. Et donc je pense que à ce titre de citoyen, je tiens absolument à ce que le Congolais puisse d'abord voir ce qui est le plus important, c'est la nation, c'est la patrie qu'il faut d'abord sauver avant de penser à ses propres ambitions. Dans cette logique, Dr Mukwege, quelles sont les chances que vous accordez aux discussions qui se passent en ce moment en Afrique du Sud, auxquelles prennent part vos délégués? Également. Je crois que ces discussions, ils ont fait un cadre et les différents candidats vont continuer à discuter pour pouvoir trouver une solution. Les nouvelles qui nous viennent de là ne sont pas très rassurantes quant à la fumée blanche que vous attendez. Raison pour laquelle vous pourrez
vous pourrez vous retirer au profit de quelqu'un d'autre, ou bien vous pensez vraiment que de ces discussions aboutiront comme résolution le choix de Denis Mukwege comme le candidat commun de l'opposition? C'est vous qui dites que vous sentez que je suis convaincu. Nous venons tous de suivre le message. Voilà, vous suivez le message et je pense que le plus important pour moi, c'est de pouvoir discuter avec les autres candidats. Et je viens de présenter ce plan de paix puisque je crois fermement que des conflits, des guerres, on n'a su rien faire pour notre population. Et aujourd'hui, je crois que le préalable de la paix devient un préalable qu'on ne peut pas se passer de ces préalables pour pouvoir avancer dans d'autres questions qui concernent la nation. Alors revenons sur vous allez arrondir les angles, vous allez aboutir vraiment à une solution? Je peux pas être Denis dans Mukwege, Martin Fayulu, je ne peux pas être dans une négociation et très rigide. La règle de la négociation, c'est la flexibilité. Et je vais présenter mon plan de paix et essayer de convaincre les autres que je suis le meilleur candidat pour pouvoir mettre en œuvre ces plans. Vous voyez que ça risque d'être difficile d'avoir adhésion. Unité et consensus, ça c'est votre plan de paix. Cette discussion a lieu entre 5 personnes. Il y a 26 candidats. Pourquoi pas? Ou est-ce impossible de penser que ces discussions vers cette unité soient entre les 26 candidats à l'élection présidentielle? Vous savez, les candidats sont libres, mais je parle avec aussi bien ceux qui étaient en Afrique du Sud. Mais hier, vous avez vu, j'ai signé avec ceux qui n'étaient pas en Afrique du Sud. Donc, je suis très ouvert et j'essaye d'utiliser toutes les plateformes pour amener les compatriotes à ce que nous puissions tous comprendre une chose. C'est la nation, c'est la patrie qu'il faut sauver. Et également l'union sacrée de la nation? L'union sacrée de la nation, je crois qu'ils se sont regroupés dans l'union sacrée de la nation. Et je pense qu'aujourd'hui, ils sont en face de nous. Nous avions donné des conseils, nous avions essayé de pousser l'union sacrée à ne pas commettre certaines, de ne pas prendre certaines décisions qui mettraient notre nation en danger. Malheureusement, ils ont persisté dans cette voie et aujourd'hui, une partie de notre patrie ne nous appartient plus. Il faut appeler les choses par leur nom. Et je crois qu'à son temps, vous aviez vu à quel point je m'étais opposé, par exemple, à l'arrivée de l'armée ougandaise en République démocratique du Congo. Tout le monde, enfin, tout analyste pouvait comprendre que appeler l'armée ougandaise, après le passé que nous avions eu avec l'armée ougandaise, ça inspirerait forcément l'armée rwandaise. C'est ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, nous avons toutes les armées à l'est du Congo et chacun exploite et gère la partie, chaque armée gère la partie qu'elle occupe à son gré. Et je crois qu'on ne peut pas laisser les pays dans cet état. Dans votre plan de paix, il y a la composante sous-régionale. Vous faites référence dans votre discours à la conférence internationale sur les Grands Lacs, qui parle de co-gestion de la crise en République démocratique du Congo. Comment, si vous êtes président de la République, comptez-vous co-gérer cette crise sans faire appel à l'Ouganda, au Rwanda et au Burundi notamment? En fait, je pense que pour faire la paix dans cette région, on ne peut pas ne pas parler avec ces pays. Ce sont nos voisins. Et ils seront toujours là, donc il faut discuter avec eux. Mais il ne faut pas non plus oublier que ces pays sont des acteurs. Ils participent activement à la déstabilisation de la République démocratique du Congo. Mais alors pourquoi parler avec qui n'a pas le même intérêt que nous dans la résolution des conflits? De toute façon, je pense que dans une résolution des conflits, on ne parle pas qu'avec des amis. On parle aussi avec des ennemis pour pouvoir les amener à adopter notre position. Mais dans le cadre politique de ces plans de paix, je dis très bien qu'il faudrait absolument qu'on puisse parler avec eux. Et je pense que le pacte de la conférence internationale des Grands Lacs, de la région des Grands Lacs, vise la stabilité de la région, le développement. Et ça, c'est ce que nous aussi nous visons. Mais je considère que, étant donné que toutes les initiatives ont échoué, il faudrait que nous ayons un cadre qui sort
de la région des Grands Lacs pour être beaucoup plus large au niveau africain, pourquoi pas, sur le plan international. Vous avez même évoqué dans votre plan de paix l'adoption d'une résolution d'instauration d'une nouvelle mission internationale d'imposition de la paix par tous les moyens. Pas la MONUSCO, plus que la MONUSCO. Mais la MONUSCO n'a pas pu faire. Est-ce que vous pensez que l'ONU peut plus ? Vous savez, en fait, les gens, ils confondent complètement une mission d'imposition de la paix. Et je peux vous dire, par exemple, au Mali, avant que MINUSMA soit mise en place, il y avait une imposer la paix, désarmer les groupes armés, ceux-là qui résistent, ils vont subir la force de cette armée. Et je crois que ça, c'est différent d'une mission, par exemple, d'observation des Nations Unies. Et là, je voudrais quand même que l'on puisse préciser que même en République démocratique du Congo, nous avons déjà eu une mission de ce type. Quand il y avait risque de génocide à Ituri, c'était un génocide qui était en cours. En 3 mois, les troupes françaises. Artemis a su arrêter ces génocides. C'est tout simplement puisque c'était un commandement unique. Il y avait une armée aguerrie et qui avait une mission d'arrêter ces conflits qui risquaient de nous plonger dans un génocide. Et ça, c'est une mission qu'on peut obtenir lorsque on présente ces arguments auprès, on peut l'obtenir. Nous avons des pays africains, il y a un pays comme l'Égypte a une armée très très puissante. Vous avez des contacts avec eux, vous avez des contacts avec des pays, certains pays sont prêts. Nous devons absolument avoir les contacts avec tous les amis africains et d'ailleurs pour essayer d'obtenir cette mission. Et là, je dois expliquer. La mission, c'est pour nous permettre, pendant que nous sommes en train de faire notre réforme du secteur de sécurité, donc c'est-à-dire recruter des jeunes qui n'ont jamais été dans un groupe armé, qui n'ont jamais commis d'abus, lorsque nous sommes en train de les former, ces jeunes, on ne doit pas les envoyer au front avant qu'ils soient prêts à aller au front. Et pendant cette période, nous savons que les ennemis de la paix en République démocratique vont continuer d'opérer. Et donc pendant ces temps, nous voulons avoir une protection sous la couverture internationale qui nous permet de faire monter notre armée en puissance. Et je pense qu'en 2 ans, nous pouvons avoir des groupes qui sont suffisamment aguerris pour pouvoir assurer la sécurité en République démocratique du Congo. Je vais vous dire une chose. Nous ne devons pas continuer à vivre dans le fatalisme. Il faut savoir que le Congo a une histoire. Et le Congo n'a pas toujours été un spectateur par rapport à ce qui se passe dans le monde. En 1914, Première Guerre mondiale, l'armée, les forces congolaises à cette époque ont fait des campagnes avec des victoires. Vous les avez cités dans votre plan de paix, oui. Dans le plan de paix, ils sont cités. Ça, c'était pour ramener notre population à comprendre que les 3 décennies que nous connaissons, où finalement nous sommes méprisés par tout le monde, en fait, c'est une période de vaches maigres, mais nous avons la capacité. Et je crois que j'ai cité, pendant la Première Guerre mondiale, on a eu des victoires au Rwanda, à Rwakadingi, Nyanza, au Burundi, à Gitega, on a eu des victoires à Kigoma, à Mahenge, etc. Et toutes ces victoires-là, je crois qu'ils sont commémorées ici à Kinshasa, puisque nous avons des qui porte le nom de ces victoires. En 1945, nous avions également eu des victoires jusqu'en Birmanie. Et donc je pense qu'il faudrait que le peuple congolais comprenne que nous ne sommes pas des fainéants. Nous avons la capacité, mais il faut absolument que nous puissions nous organiser. Il faut que nous puissions mettre une armée en place. Et nous avons une jeunesse, nous avons des hommes et des femmes capables de mettre une armée qui peut protéger les frontières congolaises. Thierry Cambondi. Docteur, je reviens un tout petit peu en arrière par rapport au dialogue. Parce que vous avez dit que ce sont nos voisins, nous sommes obligés de dialoguer avec eux. Depuis plus de 20 ans, nous dialoguons avec ces pays qui nous agressent, qui tuent nos populations et pillent nos richesses. Quelle posture vous proposez que la République démocratique du Congo doit adopter et quel narratif elle doit avoir vis-à-vis d'eux qu'elle n'a pas eu? Je parle de la RDC
toutes ces années vis-à-vis du Rwanda et de l'Ouganda? Hier, vous parliez notamment, je complète, hier, vous parlez de rupture des relations diplomatiques avec le Rwanda notamment. Aujourd'hui, apparemment, ce n'est plus dans votre écoutez, il ne faut pas confondre les choses. Faisons la part des choses. Je vais d'abord répondre. Monsieur, vous savez, lorsque vous négociez en position de faiblesse, dans toute négociation, c'est les rapports de force qui doivent jouer. Lorsque vous êtes dans une situation de faiblesse et que vous négociez, à ce moment-là, c'est l'autre partie qui doit vous imposer sa façon de voir. Et moi, je pense que ce que je propose dans ces plans de paix, c'est que nous puissions avoir une armée qui va monter en puissance et nous permettre d'être dans un rapport de force qui nous permet de discuter avec les voisins. Oui, mais en attendant, puisqu'on ne peut pas les déplacer. Oui, mais en attendant, je suis d'accord, mais en attendant d'avoir cette armée, vous parlez de dialogue dans un cadre africain, mondial. Je n'ai pas parlé. Il faut bien suivre ce que j'ai dit. J'ai bien suivi. Le cadre, ce n'est pas forcément les dialogues. Le cadre, ça veut dire, nous avons un pacte, par exemple, pour la conférence internationale de la région des Grands Lacs, qui a 10 protocoles. Et dans ces 10 protocoles, il y a par exemple un protocole sur l'exploitation des ressources naturelles. Nous savons très bien que les conflits en République démocratique du Congo a aussi, parmi ses racines, le problème de l'exploitation. Mais tout cela a été fait, docteur. Non, mais ça, écoutez, les dialogues dans tous ces différents cadres ont été organisés. Raison pour laquelle je demande quelle posture nous devons avoir vis-à-vis d'eux. Nous devons d'abord changer les rapports de force. Comment? Je suis clair. Le rapport de force en faisant monter notre armée en puissance. Vous parlez de refonte de cette armée. Ce que l'on constate, c'est que pendant longtemps, cette armée s'est retrouvée dans un embargo qui ne disait pas son nom. Vous appelez à l'aide la communauté internationale. L'ONU ordonnait le respect de la souveraineté de la RDC, de l'intangibilité de ses frontières. Tout ça, c'est ce que le Congo a fait toutes ces années. Qu'est-ce qui va faire que d'une baguette magique, peut-être parce qu'elle a un prix Nobel, cette communauté internationale qui, dans le rapport de force, se retrouve plutôt aujourd'hui du côté de Rwanda, change de fusil d'épaule et se disent non, plus Kagame, mais Mukwege. Je pense que, monsieur Christian, vous savez très bien qu'on n'a jamais réformé notre armée. L'armée que nous avons aujourd'hui, c'est un mélange de tout ce qu'on a trouvé sur terrain. Toute personne qui avait une arme sur terrain s'est retrouvée dans l'armée congolaise. On a appelé ça brassage ou mixage, mais en fait, ça n'a jamais été un corps d'armée. Et je pense que pendant les 30 ans, ce qui a manqué, et ce que nous allons avoir dans notre programme, c'est cette réforme de ces secteurs de sécurité. En combien d'années? En combien de temps? Parce que vous allez hériter de la même armée. Si jamais vous êtes élu demain. Mais écoutez, moi je vous dis, je vais avoir une armée réformée. Je crois que c'est très clair. Oui, mais en combien de temps vous allez procéder à la réforme de l'armée? C'est ce que vous dites. Mais cette réforme prendra combien de temps? Ça prendra du temps. Cette réforme, je vous ai dit que la première chose, les 100 premiers jours, je vais demander à ce que on lance ces programmes de réforme du secteur de sécurité. Et ces programmes de réforme et de sécurité consistent, à pouvoir faire l'état des lieux. Et aujourd'hui, on n'a jamais fait un état des lieux. Quand on parle des forces armées congolaises, on ne sait même pas ils sont combien. On ne sait pas les armes qu'on a. On n'a pas un système qui inventorie les munitions et les armes que nous avons. Donc nous avons une armée qui est tout à fait une armée de nom. C'est pour ça que notre première action, ça sera de faire cet état des lieux pour savoir, en fait, cette armée qui n'arrive pas à se débarrasser de tous ces groupes armés, c'est quel type d'armée que nous avons. Ça n'a pas été fait. Nous allons le faire et une fois que l'inventaire sera fait, une fois que nous saurons le nombre de soldats que nous avons, nous allons restructurer le commandement. Et ça aussi, c'est très important. Vous savez qu'aujourd'hui, nous avons des commandements qui sont parallèles. Nous qui sommes sur terrain, parfois on ne sait pas, les opérations, il y en a 10, et il y a 10 généraux, et finalement sur terrain, c'est la cacophonie totale. Et donc moi je pense que quand on parle de la réforme et de l'armée, ça n'a jamais été fait. Et aujourd'hui, des inventeurs pour savoir où sont les armes, où sont les munitions, où sont les unités combattantes. Deuxièmement, nous allons restructurer le commandement.
une fois que le commandement est restructuré, nous allons mettre le soldat dans des conditions de travail où il peut vraiment se sentir qu'il est soutenu par son État. Et troisièmement, nous, comme je viens de le dire, nous allons recruter des nouveaux soldats. Nous allons faire un recrutement dans 145 territoires pour nous permettre d'avoir des soldats qui auront un objectif précis, qui auront une mission précise et qui vont comprendre que leur rôle est de protéger notre intégrité territoriale. Et ça n'a jamais été fait. Et aujourd'hui, nous avons une armée qui regroupe des gens qui ont des intérêts divergents, qui ne voient pas dans la même direction, qui ne font pas les choses de la même façon. Et ça, vous ne pouvez pas me dire que ce n'est pas une nouvelle chose. Vous serez obligé de faire avec le même commandement, avec les mêmes éléments de troupes, si jamais vous êtes élu demain. Raison pour laquelle je demande avec qui vous allez réformer cette armée et pour combien de temps? Avec les Congolais. Puisque je peux vous dire qu'aujourd'hui, nous avons plusieurs techniciens d'état-major ou tout simplement des officiers supérieurs qui ont fait des écoles militaires reconnues mondialement et qui aujourd'hui, ils sont tout simplement à la retraite. Nous allons faire appel à toutes les forces congolaises pour que nous ayons des centres de formation de nos jeunes qui sont vierges d'abus, de toutes sortes d'abus, et pouvoir les former par nos généraux. Nous avons des généraux, nous avons des officiers supérieurs congolais et qui ont passé par des grandes écoles militaires du monde et qui vont se disponibiliser. Je reviens à l'une de vos recommandations dans votre plan de paix, mission internationale d'imposition de la paix. C'est la MONUSCO bis. Mais non, il faut vous... Mais est-ce qu'on peut... Mais il faut vous renseigner, messieurs. Non, c'est clair. Ne faisons pas... S'il vous plaît. Ne faisons pas des discussions qui n'ont... mais non, écoutez, j'accepte de discuter si vous êtes correct dans ce que vous êtes en train de dire. Puisque quand j'ai dit une mission d'imposition de la paix, c'est complètement différent de la MONUSCO. Et dans mon discours d'ailleurs, dans ce sens que la MONUSCO va partir, l'EAC doit partir, et toutes les forces étrangères sur le territoire congolais doivent partir. Professeur, voilà, docteur, s'il vous plaît, je n'ai pas parlé de la MONUSCO dans la définition de sa mission actuelle. Si vous m'avez laissé terminer ma question, peut-être que vous n'allez pas être déçu. Ce n'est pas dans la... Vous répétez tout le temps que vous êtes un homme de terrain. Aujourd'hui, sur le terrain, la mission des Nations Unies, appelée la MONUSCO, ou tout ce que vous voulez, est vomi par la population parce que plus de 20 ans après, elle a accouché d'une souris. Elle n'a pas produit le résultat attendu. En quoi cette mission que vous dites que vous allez solliciter va faire mieux que les différentes missions de la MONUSCO qui ont été sur le territoire? Écoute, moi je pense que si vous négociez ou vous discutez de quelque chose, je pense qu'il faut savoir le contenu. Et chaque mission des Nations Unies a une mission précise. Les différents gouvernements congolais ont demandé la même chose, docteur Mukwege. Ils n'ont pas... Une mission plus contraignante. Ils ont demandé... On a suivi le président Kabila, le président Tshisekedi. Tous ont dit la même chose à la tribune des Nations Unies. Ils ont demandé la même mission. Mais non, messieurs, je pense que, renseignez-vous, une mission d'imposition de la paix, ce qui va être complètement différent. Aujourd'hui, la MONUSCO, il y a 44 ou 47 États qui font partie de cette mission. Et moi, je considère qu'une mission avec 47 États, c'est très très difficile de pouvoir avoir un commandement. Elle a réussi où, ce genre de mission d'imposition? De paix. Donnez-moi des exemples. Moi, je vous donne parce que vous avez parlé du Mali dernièrement. Vous avez parlé du Mali dernièrement. Le résultat n'a pas été fameux. Je vous donne un exemple précis. Oui. Et si vous êtes journaliste au Congo, vous savez que en juin
2006, on risquait un génocide en Ituri. Et on a eu une mission d'imposition de la paix alors que la MONUSCO était sur place. Donc ça veut dire que ce sont deux choses différentes. Et moi, je ne vois pas pourquoi vous voulez que ça soit la même chose. Et ce n'est pas ce que j'ai dit. Et cette mission, excusez-moi, cette mission a opéré pendant 3 mois. Et en 3 mois, cette mission a imposé la paix. D'accord. Je vous donne un autre exemple. On a eu la mission d'intervention qui a participé au départ ou à la fin de l'aventure du M23 en 2013, si j'ai bonne mémoire. La brigade d'intervention. Mais au fait, il s'agit là des résultats à court terme ou des résultats provisoires. Vous dites mission de 3 mois. La mission arrive, elle opère. Elle s'en va et derrière, puisque la réforme de l'armée, reconnaissez-le, va prendre du temps, on va revenir à la même réalité au bout de 6 mois, 1 année. Bon, je crois que je peux vous expliquer. La brigade d'intervention avait échoué. Pourquoi? On devrait d'ailleurs, le peuple congolais devrait se plaindre, puisque cette brigade d'intervention avait une mission qui était très robuste. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a donné des généraux qui étaient des généraux blacklistés pour qu'ils puissent coopérer avec eux. La faute appartient à qui? Puisque pour qu'une mission puisse fonctionner, il y a 2 côtés. Et moi, je pense que cette mission, la brigade d'intervention, n'a pas pu être opérationnelle à cause des exigences du gouvernement congolais, alors que nous avions d'autres généraux qui n'avaient pas d'antécédents d'abus de droits humains qu'on pouvait mettre à la disposition de cette brigade, mais on a préféré mettre des généraux qui étaient blacklistés, et donc cette mission avait échoué. Et pour que ça réussisse, il faut absolument qu'il y ait également la part du gouvernement congolais. Et ça, c'est ce que nous allons faire. Moi, je crois que vous vous dites, au Mali, ça n'a pas marché, mais je vous donne cet exemple de l'Ituri. Ça a marché. Et lorsque vous dites, bon, ben voilà, qu'est-ce qui s'est passé? En Ituri, on devrait normalement, après cette mission d'imposition de la paix, et c'est ce que nous allons faire, c'est de pouvoir stabiliser. Et pour stabiliser, nous, dans notre programme, nous allons stabiliser avec des forces congolaises. Ça ne sera plus des forces des Nations Unies, donc ça sera une stabilisation par les forces congolaises, et donc cette stabilisation va être pérenne. Saisir le secrétaire général de l'ONU à travers une résolution pour le respect absolu de l'intégrité territoriale de la RDC et l'inviolabilité de ses frontières. En cas de non-respect de cette résolution, suspension ou expulsion de tout pays qui va l'enfreindre. Je vous comprends, mais j'ai l'impression que l'on rêve trop grand, parce que les Nations Unies n'arrivent même pas à sanctionner le Rwanda aujourd'hui. Mais non, écoutez, vous savez... Alors qu'elles ont les preuves de leur intervention. Le grand problème, c'est que ce que vous ne dites pas, c'est que notre diplomatie ne fonctionne pas. Notre diplomatie ne fonctionne pas. Et je crois que nous venons pour avoir une diplomatie suffisamment agressive pour permettre à ce que les résolutions soient respectées. Qu'est-ce qu'elle fera de plus que l'actuelle diplomatie fait pour faire passer le message de la RDC? Ce qu'elle fera, c'est ce que les pays qui arrivent à faire marcher les Nations Unies font pour que les Nations Unies fassent ce que... On peut prendre des exemples sur ce qui se passe dans le monde. Oui. La Russie agresse l'Ukraine, c'est connu de tous. Oui. Les Nations Unies sont incapables, parce que peut-être la Russie est membre du Conseil permanent, enfin, des membres permanents du Conseil de sécurité, mais les Nations Unies sont incapables de sanctionner la Russie. Aujourd'hui, le deuxième exemple, pour ne pas aller très loin, en République démocratique du Congo, tous les rapports des Nations Unies, y compris le rapport Mapping, qui fait partie de votre plaidoyer depuis de nombreuses années, attestent que le Rwanda, l'Ouganda font partie des pays qui agressent la RDC. Qu'est-ce que vous, la RDC, par votre diplomatie, vous aviez pu faire pour que ces rapports mapping soient exploités? Oui, mais avez-vous écrit? Avez-vous demandé? Avez-vous fait un lobbying? Avez-vous fait une campagne pour que ces rapports soient exploités? Si vous ne faites rien, ne demandez pas à ce que les autres fassent à votre place. Moi, je pense que nous avons besoin d'une diplomatie
active, une diplomatie qui doit exiger que ces droits soient respectés. Et là, vous prenez l'exemple du rapport mapping. J'ai été à tous les niveaux pour défendre ces rapports, mais tout ce que j'ai... Vous n'avez pas été entendu? Non, tout ce que j'ai... Tout prix Nobel de la paix que vous êtes, vous n'avez pas été entendu? Je ne suis pas... Demain, président de la République, vous serez mieux entendu ou plus entendu que... Absolument, puisque comme président de la République, je peux écrire au Conseil de sécurité. Et le Conseil de sécurité doit répondre à ma lettre. Quand je m'adresse comme une organisation de la société civile, ça ne représente Le rien. Congo l'a fait. Le Congo l'a fait, docteur. Le Congo l'a fait. Les Nations Unies n'ont jamais... Je peux vous dire, vous n'allez pas... Le ministre des Affaires étrangères nous l'a dit ici. Le Congo l'a fait. Le Congo a saisi le Conseil de sécurité. Et pas qu'une fois. Malheureusement, le Conseil de sécurité des Nations Unies n'a pas bougé. Les rapports mapping, je crois que je me suis battu pour ces rapports. Je ne parle pas que du rapport mapping. De tous les derniers rapports qui attestent que le Rwanda et l'Ouganda agressent la République démocratique du Congo. Le Congo a fait le plaidoyer nécessaire auprès des Nations Unies, mais il n'y a pas de répondant. Raison pour laquelle je demande... Répondant de quel côté? La question, docteur Mukwege, devrait être celle-ci, pour clôturer ce sujet, parce qu'on en a... Est-ce que l'on doit encore croire à cette communauté internationale? Est-ce qu'on peut encore miser sur elle pour résoudre nos problèmes? Je crois que quand vous voyez mon plan ne demande pas à la communauté internationale de résoudre notre problème. C'est nous qui allons résoudre notre problème à travers la réforme du secteur de sécurité que j'envisage mettre en place. Mais nous avons des droits sur le plan international que j'exige à ce que ces droits soient respectés. La question à l'envers, mais je crois que là, je mets la réforme de notre secteur de sécurité comme fer de lance du changement que nous allons faire en République démocratique du Congo pour avoir une armée capable de défendre notre intégrité territoriale et nous mettre dans une position où nous pouvons négocier nous pouvons discuter avec nos partenaires, premièrement nos voisins qui nous agressent dans une position de force. En attendant que cette réforme soit mise en place, docteur, en attendant que cette réforme soit mise en place, vous faites quoi dès les premiers jours? C'est ce que je... écoutez, je vous dis, la première chose que je vais faire, c'est cette réforme du secteur de sécurité qui va être sécurisée par le droit que nous avons sur le plan international. Et messieurs, je ne pourrai jamais accepter à ce que nous fassions partie de la communauté internationale, avoir des devoirs sans des droits. Et là, ce que je demande, c'est un droit que je vais demander. Et je vous dis, nous devons avoir une diplomatie active pour pouvoir obtenir ces droits. Ce droit, en espérant qu'il sera entendu, je sais que depuis de nombreuses années, vous militez pour ça, notamment avec la députée Maria Arena. Malheureusement, vous n'avez pas eu gain de cause. Alors, pour terminer avec ce plan de paix, parlons de ces 3 ans. Je n'ai pas eu gain de cause puisque j'ai milité comme citoyen de la société civile. Nous l'avons bien compris. 3 ans d'état d'urgence agroalimentaire. Oui, avec Didier Moumengi, votre directeur de campagne. Il s'agit de la matérialisation de son plan? En fait, c'est un plan. Je crois que je partage beaucoup de points de vue avec Didier Moumengi. Nous pensons que faire ce plan de paix va nous amener à ce qu'on appelle la démobilisation et le désarmement. Qu'est-ce qu'on fait de tous ces jeunes qui se sont retrouvés dans des groupes armés et qui ont appris à tuer, à violer, à détruire? Et si on les démobilise, leur uniforme, sans leur donner des perspectives, ces jeunes vont recommencer dans d'autres groupes armés. Alors l'idée est très simple. Aujourd'hui, nous avons un problème qui est un problème aussi lié à un problème alimentaire. Et nous sommes dit que nous allons utiliser les villages agricoles pour permettre à ce que tous les jeunes qui seront démobilisés dans les groupes armés, qui seront démobilisés dans l'armée, qui ne seront plus capables de faire partie des forces combattantes, nous allons les mettre, tous ces jeunes, dans des villages agricoles. Ça sera un plan très vaste dans tous les pays pour permettre à ce que non seulement qu'ils puissent avoir une production agricole, mais également
le génie civil qui permet d'entretenir les routes des dessertes agricoles, entretenir des ponts, etc. Et ça va non seulement leur donner un emploi, mais aussi dans ces villages, il y aura des psychologues, il y aura des techniciens de développement rural, il y aura des agronomes. Donc ça sera une forme de démobilisation que nous voulons mettre en place, qui va répondre non seulement du côté militaire, mais qui va répondre aussi à un besoin urgent en République démocratique du Congo, lutter contre la faim. Vous dites l'autosuffisance alimentaire est le but à atteindre en combien d'années? Nous allons faire une urgence, de 3 ans. Une urgence agroalimentaire de 3 ans. Et au bout de ces 3 ans, nous espérons que nous allons diminuer sensiblement les importations, les importations alimentaires en République démocratique du Congo. Alors cette question en amène une autre. Tous ces enfants que vous allez démobiliser, aujourd'hui ils font la guerre pour vivre. Aujourd'hui ils vont vivre comment dans votre système? Entendez, combien tout cela va vous coûter? Et comment comptez-vous mobiliser tout cet argent? De toute façon, il y a un gros problème. Quand j'ai dit que dans notre projet, nous allons d'abord faire un recensement exhaustif, c'est puisque on se rend compte de plus en plus qu'on a une armée des généraux. Et cette armée des généraux, ça coûte cher. Puisque quand vous voyez les salaires de ces généraux, mais quand vous voyez aussi leur train de vie, il y a quelque chose qui se passe. Et donc moi je pense que lorsque nous allons faire nous allons faire cet inventaire, nous allons essayer de voir notre armée à combien de personnes. Puisqu'il y a des dépenses qui se font. Aujourd'hui, la dépense de l'armée se chiffre à peu près à $1 milliard. Et avec $1 milliard, on devrait avoir quand même une armée suffisamment bien formée, équipée, etc. Mais il y a des problèmes qui se passent par rapport à tout ce que nous dépensons dans l'armée sans avoir les résultats. C'est pour cette raison que je crois faire ce travail d'état des lieux va nous permettre de savoir exactement où se trouve le problème. Il y a beaucoup de frustration dans l'armée. Puisque quand vous avez des généraux qui n'ont pas de fonctions et parfois se font commander par des gens qui n'ont pas le même niveau que eux, ça pose un problème. On ne peut pas avoir un corps d'armée dans des conditions de frustration. C'est pour cette raison... Donc vous récupérez cet argent de l'armée. 1%. Merci beaucoup, monsieur le docteur Mukwege, d'avoir accepté d'être avec nous. Il est 13h passé 30 minutes. On va devoir rendre l'antenne. Alors il y a 12 branches à voter. Tous c'est pour la sécurité sanitaire, sociale, économique, judiciaire, biens et personnes, énergétique, culture, sport, je vais tous les citer pour ne pas en laisser d'autres, environnement, tourisme, libre circulation, journalisme, diplomatique, éthique et émotion. Ça, c'est votre programme. Votre programme sera connu quand? La campagne commençant déjà dimanche. Mon programme sera connu lundi, et ça, je l'ai fait exprès, puisque je considère que la priorité des priorités, c'est vraiment... donc ces plans d'épée où vous avez compris que nous avons la fin de la guerre, mais aussi la fin de la faim par donc cette partie de notre programme qui permet en fait de lutter non seulement contre la faim, mais aussi permettre une réintégration dans la société des anciens combattants et permettre donc éviter à ce qu'il y ait des récidives des groupes armés. Et je crois que dans ce cadre, une fois aujourd'hui passé, nous avons lundi pour pouvoir vous présenter les restes de notre programme. Vous dites qu'il y aura la fin de la faim, la fin de la guerre, mais il n'y aura pas la fin des vices. Or, les vices sont l'élément qui nuise plus que tout le reste à l'épanouissement de la société. C'est la troisième fin que nous considérons que aujourd'hui la société congolaise, ça sera très très difficile de pouvoir avancer si nous ne luttons pas contre les vices. Puisque aujourd'hui, le mensonge est devenu normal, la corruption elle est presque acceptée par la société et la falsification et le fait d'espérer pouvoir gagner sa vie sans travailler. Et nous considérons que ces trois fins, si nous y mettons fin, ça va permettre à ce que nous puissions finalement avoir cet arbre de vie qui aura comme sève donc l'éducation. Et nous allons mettre le paquet sur l'éducation puisque nous considérons qu'aujourd'hui, en fait, avec ces vices,
les gens, ils croient à tout ce qu'on leur dit et ils vont dans des directions, malheureusement, qui n'aident pas la nation de pouvoir progresser. Donc, cet arbre de vie, c'est un arbre complet avec les racines, donc la sécurité et la défense. Le tronc, c'est ce que nous venons de décrire, la sécurité alimentaire et les différentes sécurités qui sont nécessaires pour un citoyen congolais, et même des gens qui voudraient investir chez nous ont besoin de toutes ces sécurités que nous venons de décrire, et c'est ça qui va donner en fait les fruits que nous attendons. Ici se termine, merci à vous. Ici se termine, j'ai juste une dernière petite question. En fait, elle vient de Thierry Kambundi. Je vais la connaître. Non. Je vais la poser parce que peut-être que... dans tout ce que vous dites, beaucoup d'optimisme, beaucoup de ferveur, beaucoup d'action, mais de tout cet échange, la question qui pourrait mieux conclure cette interview, c'est la suivante. Est-ce que vous n'avez pas peur que le temps joue contre vous? Surtout par rapport à votre programme, en fait, parce que le docteur Mukwege a été actif dans la société civile, mais surtout dans le cadre de son métier. Aujourd'hui, son programme peut être intéressant, peut être pertinent, profond, mais le temps de le faire vendre, de le faire adopter par ceux qui sont censés voter pour lui, il est très court. Apparemment, vous êtes pris en retard. Il n'y a pas que ce temps d'adoption, il y a aussi le temps de mise en œuvre de tout ce programme. Non, je crois que la mise en œuvre se fera après les élections. Mais je crois que pour annoncer notre programme, nous avions une stratégie qui nous pousse tout simplement à dire qu'il faudrait que, à tous les niveaux, les Congolais comprennent qu'on ne pourra rien faire si on n'adresse pas la question de la paix en République démocratique du Congo, si on n'adresse pas, si on ne fait pas en sorte que chaque Congolais puisse manger à sa faim, si on ne se bat pas contre les vices dans notre société, et nous voulions insister sur ça, puisque c'est ça qui constitue en fait la base de tout ce que nous pouvons faire après. Merci beaucoup, Dr Mukwege. Merci Thierry Kambundi. Édition spéciale assez particulière puisque c'est la première fois que nous vous recevons ici. Merci à vous d'être venu, en espérant vous revoir de nouveau. J'espère que vous n'avez pas pris peur aujourd'hui au cours de la campagne. Peut-être directement sur le sujet paix, peut-être face à un autre candidat, à un ou à plusieurs autres candidats. Vous êtes ouvert? Je suis ouvert à la discussion. Ouais, je crois que je suis à l'aise. Merci beaucoup, Dr Mukwege. Merci à vous de nous avoir suivis. Ici se termine l'émission particulière et spéciale. 9h30, 13h30, 4h en direct ici du studio Matrix sur le boulevard du 30 juin de votre radio. Tout de suite, on rentre à Pigeon pour la grande édition du journal de 13h30. L'actualité continue sur votre radio. Merci à toutes les radios et télévisions partenaires qui ont suivi. Je pense particulièrement à Fabien Koussonika qui nous a relayé à Bruxelles. De nombreuses réactions sont ici enregistrées. Merci à vous tous de nous avoir suivis. La campagne commence dimanche. Nous serons dès dimanche en direct et nous suivrons pas à pas chacun des candidats à quelque niveau que ce soit, de la présidentielle aux législatives nationales, provinciales, mais aussi aux élections communales.